Please be seated. Veuillez vous s'asseoir. Mr. Thakur, you still have the floor. Président, Maître Taku, vous avez la parole. Avant de revenir sur mon point, je voudrais traiter d'une chose qui est très importante pour Monsieur Ongwen et qui a trait aux déductions que le procureur a invité la Chambre à faire à la suite de plusieurs bonnes actions que M. Ongwen a fait auprès de femmes, de civils pendant la période couverte par les charges, ainsi qu'en dehors de cette période. Des déductions négatives d'ailleurs. Et qui criminaliserait le comportement pour montrer que M. Ongwen avait la capacité de défendre Kony et qu'il exécutait ses ordres. Dans ce contexte, dans la période des charges, plus M. Ongwen essayait de protéger les civils, les femmes, les enfants, alors qu'ils étaient systématiquement menacés, bombardés par l'UPDF, lui les protégeait. Et aussi le fait qu'il ait refusé, lorsque Kony donnait des ordres pendant plusieurs années, pendant le processus de paix, il a donné un ordre de tuer les chefs culturels Acholi, de tuer les membres de la communauté internationale et d'autres personnes significatives. On ne peut pas tirer des conclusions négatives de cela pour plusieurs raisons. Premièrement, ces actions étaient cohérentes avec les valeurs humaines internationales, avec l'architecture du statut de Rome, protégée donc. Deuxièmement, on peut déduire, pour garantir que M. Ongwen n'avait pas le mens rea requis pour résister aux ordres de Joseph Kony avec d'autres brigades, lorsque Kony lui-même surveillait par radio ce qui se faisait lorsqu'il y avait un officier de renseignement. D'ailleurs, l'accusation le concède dans son mémoire, un officier de renseignement qui surveillait. Donc, lorsqu'il avait les moyens de le faire, il protégeait les gens, il protégeait les victimes, les femmes, les enfants, il s'occupait d'eux. Donc, il ne faut pas tirer, messieurs les juges, de conclusions négatives s'agissant de la culture Acholi. Vous vous souvenez également de ce qui a été dit au sujet des dirigeants culturels, des chefs culturels, qui ont parlé de l'éducation, qui avait été le système d'éducation qui avait été complètement détruit, dévasté. Ça n'est pas l'image de Ongwen. L'accusation veut projeter l'image qu'il a pris contact avec les chefs culturels et qu'il se livrait à un plaidoyer impartial. Kony avait promis et avait dit à Ongwen qu'il voulait faire la guerre, qu'il voulait tuer les membres de la communauté internationale, qu'il voulait tuer Ayena, qu'il voulait tuer David Massanga et les autres chefs culturels royaux du territoire Acholi. Un témoin a déclaré que Ongwen était disposé à mourir pour détruire cette architecture précieuse, l'identité culturelle Acholi et les chefs religieux. Il était disposé à mourir, mais est-ce que Kony l'a excusé pour cela? Les éléments de preuve montrent que Kony ne l'a pas fait.
Il a pris son temps. P16 a déclaré à la Cour comment Cogne avait rétrogradé Ongwen à un simple soldat qui l'avait fait frapper de 200 coups de bâton, qui l'avait condamné à mort et que son exécution avait été retardée euh, et qu'il avait finalement été sauvé par certains bourreaux qui connaissaient Ongwen et qui savaient que c'était un homme bon. Ongwen a pris la fuite. Nous ne pouvons pas révéler le nom de ces individus qui sont toujours dans la brousse ensemble. Mais enfin, attendons de tirer des conclusions de la sorte. Les éléments de preuve montrent que les victimes de la défense, que P678 a, pendant les pourparlers de paix, repris des victimes, a repris des enfants lorsque certaines justement étaient enceintes. Donc, messieurs les juges, si l'intermédiaire même du procureur ne pouvait pas justement résister aux exigences de Cogne, qu'il ne pouvait pas reprendre les victimes qui avaient été sauvées par Cogny, comment est-ce que vous voulez que Dominique Ongwen, qui était en captivité, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il défie Cogne sans conséquence? Le point suivant, messieurs les juges, est la question de l'intention discriminatoire. J'en réfère à la règle 68. P28 est important pour trois raisons. Premièrement, après l'opération Poigne de fer, la principale préoccupation de Cogne était de survivre. Il a abandonné son objectif politique de prendre le pouvoir pour survivre. Et il y a eu des bombardements systématiques sur le Soudan et le territoire et Vincent Houthi pour reprendre certains des combattants de manière à détourner l'attention de l'UPDF par rapport à lui. Il a ordonné que de la nourriture soit pillée en Ouganda et qu'elle lui soit apportée au Soudan. Nous avons des éléments de preuve, de témoins de l'accusation qui ont déclaré que justement il y avait eu ces pillages. Donc il a transporté de la nourriture qu'il avait pillée à Lokoudi et il l'a emportée à Toulou. C'est ce qui a été déclaré, mais il n'y a pas d'éléments de preuve clairs. Vous verrez de P12 des témoins de l'accusation en règle 68 qu'ils ont transporté de la nourriture jusqu'à Cogne. Les femmes et les enfants qui étaient des soldats de l'ARS. Donc l'objectif a complètement changé. L'objectif était devenu désormais la survie. L'opération Poigne de fer a mis un terme à cet objectif de prendre le pouvoir. S'agissant des femmes, P28 déclare qu'elle et le procureur dit que Cogne effectivement avait adopté des femmes jusqu'à l'opération Poigne de fer. P15 parle de l'enlèvement de ses filles. La brigade Signa, qui n'était pas impliquée parce qu'elle avait été séparée. Rappelez-vous le paragraphe 104 du mandat d'arrêt, où on parle de Houthi et de Taboulé qui étaient impliqués. Et P115 qui donne un récit très émouvant de ce qui s'est passé.
Il a déclaré: « Je ne connaissais pas Dominique Ongwen, je n'avais jamais vu Dominique Ongwen, je n'en avais jamais entendu parler. » Mais il y a eu l'enlèvement de femmes de Tesso. C'est cet enlèvement dont parle P15. Ce n'est pas un enlèvement dans l'abstrait. Il faut apporter justement des éléments de preuve à cet égard. Ce n'est pas de la spéculation. Il a bien fait participer à cet enlèvement. À cette période, Dominique Ongwen se trouvait à l'hôpital de campagne. Il se trouvait à l'hôpital de campagne. P205 confirme qu'il l'a porté. Il était presque mort. La radio encore, sur P205 le dit. P440, que vous connaissez, messieurs les juges, était un des plus proches de Joseph Kony. Il était un des commandants de Joseph Kony. Il était au cœur du système, un des plus hauts commandants au sein de l'ARS. Il est venu déposer ici. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de radio au niveau du bataillon, pas de radio au niveau des bataillons. Et vous avez le témoin de l'accusation qui dit que Cogne disait à Oti qu'il fallait donner une radio à Dominique lorsqu'il a été promu. Il a eu une radio. S'il avait eu une radio, pardon, pourquoi est-ce que Cogne dirait qu'il fallait lui donner une radio? Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des éléments de preuve au sujet des interceptions, eh bien, il y aurait eu des attaques qui auraient été racontées et qui auraient été commises par Dominique. C'est ce que Lapaicho déclare. Passons bien sûr à la question des enfants soldats, avant que je ne revienne sur les interceptions. Messieurs les juges, l'enlèvement des enfants est devenu problématique pendant et après l'opération Poigne de Fer, parce qu'il y avait des mouvements, il n'était plus dans un seul lieu unique, il y avait des bombardements systématiques, et par conséquent, il était difficile pour lui de procéder à des enlèvements et à des entraînements. L'enlèvement a eu lieu à Tesso. Il n'y avait pas de bombardement. Et Kony s'est concentré là-dessus. Vous le verrez, Dominique Ongwen n'est pas allé à Tesso parce que P16 lui a rendu visite à l'hôpital de campagne. Nous avons des éléments de preuve tout à fait convaincants à cet égard. Et c'est d'ailleurs les témoins de l'accusation même qui sont venus dire cela. Alors, quand est-ce qu'ils ont été enlevés et par qui? On ne nous l'a pas dit. Nous n'avons pas d'éléments de preuve à cet égard. Je serai d'accord avec le juge Tarfusser lorsque, au début de l'article 56, le procureur a parlé de l'impossibilité de fixer des calendriers, d'établir au moins les âges en cause. Nous n'avons que des indicateurs spéculatifs à cet égard. Ils auraient pu appeler des experts pour cela. On aurait pu parler aux parents de ces enfants. Il faut qu'il y ait une fondation, un fondement. Il faut que nous ayons une base pour accepter des éléments de preuve, pour que ces éléments de preuve soient crédibles et qu'il ne s'agisse pas simplement de spéculation. Des témoins qui spéculent sur l'âge d'autres victimes dans des circonstances traumatisantes. Ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant. Nous avons la jurisprudence en l'affaire Lubanga
on ne peut pas accepter des éléments de preuve de la part de témoins. Il faut que cela soit crédible. Il faut que le témoin ait la compétence pour fixer l'âge, ce qui n'a pas été fait. Le procureur est juste allé à la pêche à cet égard. Et nous avons cette stratégie de la toile d'araignée. Bon, c'est une affaire compliquée, certes. Mais nous avons toujours Joseph Kony. C'est lui qui a la responsabilité principale. Alors que nous voulons maintenant faire reconnaître Ongwen responsable du comportement de Joseph Kony, alors qu'il a exécuté les ordres donnés par Joseph Kony. Ce qui manque pour chacune des attaques figurant dans les charges, eh bien, c'est l'ordre donné pour mener ces attaques. Quelles sont d'ailleurs les garanties que nous ayons pour voir qu'elles aient bien été exécutées? Les éléments de preuve, le mandat d'arrêt au paragraphe 56 et puis également au paragraphe 56 de la confirmation des charges, nous voyons que Kony disposait d'un réseau élaboré de communication. Ce réseau lui appartenait. Il avait des officiers de renseignement et l'accusation les a pris en considération d'ailleurs. Il mobilisait toutes ces unités grâce à ce régime de communication. Il mobilisait tout le système par radio. Il ne faut pas oublier que pour ce qui est de Odek, il y a un des enquêteurs a déclaré, et je vais retrouver la référence, que c'était Joseph Kony qui donnait les ordres et que l'on recevait des ordres au sujet de l'attaque d'Odek. Et je demande au procureur où se trouve cette preuve audio. Vous avez présenté des éléments de preuve comme quoi Joseph Kony a donné l'ordre. Vos témoins ont témoigné à cet égard. Nous aimerions savoir ce qu'a dit Joseph Kony exactement et ce qu'il recevait, parce que ceci est hautement discutable. Nous voulons savoir qui exécutait les ordres. Ceci est très important. P403 était un procureur, était un expert du procureur qui a fait une évaluation de tous les rapports sur les interceptions pour la Cour, qui a déposé, et tout cela a été versé au dossier. Et puis, le procureur a choisi ici et là certains éléments et il a choisi de s'appuyer sur ceux-ci. Certains d'ailleurs ont été versés directement en salle d'audience, certains de ces éléments. Il y a une note qui a été divulguée à deux niveaux. 403 déclare qu'il existait au minimum 5 sites d'interception au Soudan, à Lira, à Soroti, à Kampala, et qu'il procédait à des interceptions et qu'il s'agissait là du service de renseignement de l'armée à Kampala au sujet des opérations de guerre. L'UPDF, indépendamment, dépendait justement de ces opérations de localisation. Ce qui est essentiel, c'est justement que nous n'avons pas les mêmes rapports de renseignement en ce qui concerne Odek.
nous n'avons pas le même rapport de renseignement pour Lou-Cody, pour Abok, pour Badjoulé. Et la déduction que fait le procureur, eh bien, c'est que s'agissant d'ODEC, le rapport de renseignement au plus haut niveau de l'UPDF a été conservé. Or, c'était ces rapports de renseignement qu'utilisait l'UPDF pour mener ces opérations. Joseph Coyne se trouvait en ligne. Ses commandants étaient Ochon Labongo, qui prenait des notes. De plus, il faut se demander, messieurs les juges, si ce rapport, ces éléments de rapport étaient simplement des impressions personnelles de la part des témoins. Les témoins eux-mêmes, le témoin P59 notamment, a déclaré que l'essentiel de ses collaborateurs ne comprenait même pas la Choli. Il a parlé des conditions de travail dans son bureau avec certains de ses collègues. Il a déclaré qu'il prenait ses propres notes pour aider ses commandants à effectuer l'analyse. P03, messieurs les juges. Il a fait certaines citations en ce qui concerne ODEC. Et il y avait clairement le nom de Ochan Labongo. Et vous avez vu ces notes ensuite. Vous avez vu que Labongo utilisait différents types d'encre pour prendre ses notes. Quel que soit ce qu'il ait dit, ce qui est important pour cette cour, c'est que le rapport de renseignement qui a été publié par ses supérieurs et où il y avait une collaboration en ce qui concerne les localisations et que ces rapports indiquent que Ongwen n'était pas présent. Ochan Labongo, effectivement, a été considéré comme celui qui avait mené l'attaque d'ODEC. En outre, 403 a analysé cet élément. La question du diamant, vous savez, le procureur fait valoir que Ongwen aurait commis un crime parce qu'il voulait une promotion. L'interception montre que c'est Labongo qui a fait rapport à Cogne, qu'il avait trouvé ce diamant, et que Cogne ensuite a déclaré que cette personne devait recevoir une promotion et non pas Ongwen. Même l'idée qu'il aurait éventuellement commis des crimes, qu'il avait été promu à cause de cela. 444 a parlé de cela, effectivement, il écoutait les interceptions et il a indiqué combien de difficultés il avait effectivement lorsqu'il procédait à ces interceptions. Pendant toute cette période, il n'a jamais vu Ongwen. Il n'a jamais rencontré Ongwen. Et lorsqu'il écoutait les interceptions que nous avons entendues également, il a entendu Cogne dire à Oti que les esprits lui avaient demandé de promouvoir certains officiers et que l'esprit, a-t-il déclaré, l'esprit demandait qu'il promeuve d'abord Ochan Labongo. Et puis Dominique Ongwen épée 0114 et la Païcho, entre autres. Donc en réalité, ce sont les esprits qui procèdent aux promotions. Et ce sont les esprits qui désignent les gens pour les postes de responsabilité, les postes de commandement. Cogne a désigné Ongwen à la position ainsi indiquée. Ah, on me fait signe que je devrais peut-être m'arrêter. En ce qui concerne cette nomination, messieurs les juges, il y a des éléments de preuve ici que l'ARS avait perdu tellement de commandants, Livingston, Taboulé et bien d'autres, beaucoup de commandants,
et que c'est ce qui a sauvé Ongwen de la poursuite. Il y avait un tel manque de commandants que Cogne, finalement, l'a nommé commandant, l'a placé à une position de commandant dans une unité de protection rapprochée. Ochan Bongo devait être le deuxième commandant. 440 dit qu'il le connaissait, qu'il était commandant de l'unité de protection rapprochée. Et c'est pourquoi il voyait systématiquement qu'il avait une radio. Il a fait rapport ici. Et il faisait rapport, pardon, à cet égard. Les éléments de preuve montrent, et 403 a analysé cela, que lorsque P14 a déclaré que Ongwen était souvent à la radio, eh bien, il faisait l'analyse et qu'il constatait que ça n'était pas vrai. Il a conclu que Ongwen était le moindre des commandants se trouvant en ligne, qu'il d'ailleurs n'était jamais en ligne. Et puis Cogne lui a demandé, oui, s'il donnait des ordres, c'était Cogne qui se trouvait en ligne. Il fallait en effet avoir un entraînement pour se trouver en ligne. En 2001, il y a eu l'opération Poigne de fer. Ongwen était fini. Et pourtant, ils ont identifié la voix de Ongwen à la radio. P03 déclare que cela a été difficile pour lui et 403 dans son analyse qu'il était possible que des commandants, que des signaleurs d'interception puissent être nommés avec d'autres commandants. Et lorsque ce signal était envoyé pour d'autres commandants et qu'ils communiquaient, il était possible que l'UPDF continue d'attribuer telle ou telle attaque aux commandants qui avaient été assignés, qui avaient été nommés. C'est 403 qui dit cela. Il faut lire le rapport de 403. Il faut lire également 440, qui avait une connaissance étroite de la répartition des radios, qui lui-même était un radio. Et puis la question des tombes-face, il n'y a pas eu d'autres experts à ce sujet, d'autres experts que lui sur tombes-face. Il dit en 2004 qu'il a été interrogé, le procureur ne lui a pas fait passer, contrairement à ce qu'il a fait pour d'autres, ses interceptions. On ne lui a pas demandé non plus de casser le tombe-face. Donc sans faire cela, il a exécuté les ordres de Cogne et les éléments de preuve sont insuffisants, totalement insuffisants pour qu'on puisse s'appuyer à cet égard. Il faut tout de même arriver à pouvoir prouver tout cela au-delà de tout doute raisonnable. Donc, en droit, d'après 403, qui a analysé les éléments de preuve, il y a des tentatives au sein de la salle d'audience pour essayer de tirer des conclusions. Et puis nous avons 403 également, un témoin de l'accusation, des experts internes qui ont fourni des informations au sujet de Dominique Ongwen. Et puis il y a 3 sources. Ongwen a parlé d'une force qui avait fait sécession. Et puis d'autres officiers de renseignement qui ont déclaré que Ochan Bongo était en ligne. Je pense que le CID a exprimé cela. Il y a 2 façons d'examiner cela, Monsieur le Président, Messieurs les juges. L'une de ces façons consiste à dire qu'ils sont allés voir Gwangdia, d'après Ongwen. Et le P18 l'a dit également. L'autre façon est de dire que ce groupe qui avait fait sécession a pris contact avec eux et qu'il avait probablement voulu le savoir. Tout commandant raisonnable aurait souhaité le savoir. Une des épouses
a dit qu'Ongwen était en colère contre Ochaka, une des épouses. Je pense que c'était la deuxième épouse qui a dit ça. Il leur a posé la question à tout un chacun et il s'est renseigné sur les personnes qui avaient été tuées. Ils avaient menti à Ongwen. Toutes et tous avaient menti à Ongwen. Donc ce sont leurs mensonges. C'est la façon dont ils lui ont présenté les choses qui devraient être évaluées en tant que preuve, mais de façon circonspecte. Et deuxièmement, il n'y a pas d'élément psychologique ou moral. Il n'y a même pas d'actus reus s'agissant de la participation de Dominique Ongwen. No, Your Honor, one thing, Your Honor. Monsieur le Président, Messieurs les juges, dans la décision relative à la confirmation des charges, il est question de l'ARS comme étant une force classique. Deux témoins importants de hauts commandants de l'UPDF sont venus dire le contraire de ce qui a été avancé. Le colonel, un instant, je vous prie, le colonel Balikundembe et un deuxième colonel ont dit que l'ARS n'était pas une force classique, donc Kony n'avait pas le droit de se proclamer, de s'autoproclamer général. Et leurs armes n'étaient pas celles d'une armée classique. Ni le procureur, ni qui que ce soit était sur le terrain. La seule personne qui avait une connaissance intime de tout cela, c'était Maître Ayena. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les juges, lorsque vous avez deux hauts commandants de l'UPDF qui ont pris part aux opérations de guerre, le premier faisait partie d'un groupe de renseignement à la direction du renseignement militaire et qui était également avocat. Et le deuxième témoin était un commandant opérationnel de brigade qui travaille avec Ongwen à Goulou. Et les deux ont dit que l'ARS n'avait pas ses attributs. Alors, sur quelle base est-ce que l'on se fonde pour dire qu'est-ce qui permet au procureur de dire en fait que d'après ces éléments de preuve, il s'agissait d'un expert militaire ou qu'il y avait une structure de commandement militaire et des opérations militaires en bonne et due forme? Qu'est-ce qui permet à l'accusation de contredire les éléments de preuve que vous avez entendus de la bouche même de témoins sur qui avait épousé qui, et sur quel document crédible de l'UPDF est-ce qu'ils se sont fondés et quelle analyse est-ce qu'ils ont effectuée? Qu'est-ce qui rend leurs éléments de preuve crédibles? Je vous pose la question. La dernière question que j'aimerais aborder est celle-ci, c'est celle que mon collègue ou confrère a soulevée tout à l'heure sur le pillage. L'accusation essaie de faire valoir au paragraphe 249 que, dans son mémoire, que la défense n'a pas fourni de notes formelles. Les interprètes et les stéréotypistes signalent que Maître Taku parle beaucoup trop vite pour leur permettre de faire leur travail correctement. Le président interrompant. Chef Taku, je suis désolé de vous interrompre, mais on me rappelle de vous demander de parler plus lentement s'il vous plaît. Chef Taku, pardon, je ne vous entends pas très bien. Qu'est-ce que vous avez dit? Le chef Taku, reprenant. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'accusation méconnaît du droit. Deux des crimes de guerre, le crime de pillage prévu à l'article 8.2e, petit 5 du statut, il est dit que l'auteur avait l'intention de priver le propriétaire d'un bien, etc., à des fins d'utilisation privée ou personnelle. La note de bas de page correspondante à cet élément précise que l'appropriation peut être justifiée par la nécessité militaire et donc, en conséquence, elle ne constitue pas le crime de pillage. La défense essaie de faire valoir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appropriation alléguée
ne peut être justifié par la nécessité militaire. Et nous rappelons les éléments de preuve présentés par l'accusation qui démontrent que c'est Kony qui avait donné l'ordre de procéder à cela de toute façon. Il a donné l'ordre de piller la nourriture et de lui ramener tout ça. Donc c'est Joseph Kony qui avait ordonné cela dans le cadre des attaques dont on dit maintenant qu'il s'agissait de crimes de guerre. Je voudrais également aborder une autre question qui se trouve au paragraphe 54 du document de notification des charges, paragraphe 54, qui porte sur le statut et la chaîne de commandement, la structure de commandement de l'ARS. Cela concerne les constatations de la chambre préliminaire et cela se rapporte également aux éléments contextuels. Nous nous inscrivons en faux contre ce passage-là parce que nous estimons que ce constat ne constitue pas une forme de notification. Nous disons qu'il n'y a pas eu suffisamment de notification des éléments contextuels s'agissant de chacun des chefs d'accusation. On ne saurait utiliser ce genre de tactique dans le cadre d'un procès. Un procès où l'accusation nous dit qu'elle présentera des éléments de preuve relatifs aux attaques qui sont reprochées à l'accusé afin de prouver les éléments contextuels du crime. Nous soulevons une objection parce qu'ils ne l'ont pas fait. Je rappelle les paragraphes 54 et 56. Ils n'ont pas démontré qu'il existait une politique d'État, qu'il n'existait pas de structure de commandement. Dominique Ongwen ne peut pas... On ne peut reprocher à Dominique Ongwen quoi que ce soit si on ne satisfait pas à cette exigence. Et l'accusation prétend qu'elle a satisfait aux exigences relatives aux éléments contextuels. Nous disons que non. Microphone, please. Le juge président, votre microphone, s'il vous plaît, le chef Taku. Je n'avais pas l'intention de passer en revue toute l'analyse des interceptions, parce que cela risque de prendre beaucoup de temps. J'espère simplement que la Cour lira notre mémoire. Je voudrais simplement rejeter du revers de la main les affirmations infondées, non étayées, faites par la représentante légale commune des victimes qui, au paragraphe 90 à 94 de ses écritures, a dit qu'il n'y avait pas de désaccord entre les parties sur la pertinence et la valeur probante des transcriptions écrites qui ont été exploitées ultérieurement dans le cadre des dépositions de témoins, 6 témoins précisément, représentés par le représentant légal commun. Je suis désolé, mais cela ne reflète pas la réalité. Tout cela a été contesté, soit dans le cadre de nos plaidoiries, soit dans le cadre de contre-interrogatoire. Nous avons soulevé effectivement la question des âges des personnes concernées, la question des lieux visés. Évidemment, l'accusation n'a même pas osé aborder cette question. Donc, lorsqu'on parle des parties, je ne sais pas de quelle partie on parle, parce que la défense et l'accusation ne sont pas d'accord sur cela. Les deux savent que cela est contesté. Vous avez eu l'occasion pendant ce procès d'observer des questions qui se rapportent aux épouses. Et à l'article 56, nous avons dit à maintes occasions quel était leur véritable statut. Mais que faire lorsqu'on impose des restrictions ?
Évidemment, le juge-président peut convoquer une conférence de mise en état pour dire qu'il y a un problème s'agissant d'un témoin. Mais on nous dit, ben, un témoin, c'est un témoin. Mais il faut lire sa déclaration dans un contexte bien particulier. Et le contexte était approprié. Il ne s'agissait pas d'un contexte où les témoins avaient exprimé des réserves. Les réserves concernent la tenue d'un procès équitable, la garantie judiciaire. Et pourquoi, par exemple, vous ne voulez pas que ce témoin comparaisse? Pourquoi est-ce que les parties refusent d'entendre ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il y a eu tentative de subornation de la part de l'une ou l'autre partie? Et à ce moment-là, le témoin aurait pu être contesté au titre de l'article 56. C'est pour cela que notre assistant, le maître Boff, répondre à des questions du juge pour dire « je voudrais présenter 2 témoins ». Et nous avions tous compris le contexte à l'époque et aujourd'hui on tient des affirmations assez générales pour dire pour tenir des propos différents. Au cours des 20 dernières années d'expérience des juridictions pénales internationales, et devant vous, dans le cadre de ce procès, vous avez eu l'occasion d'évaluer, d'apprécier la vulnérabilité des témoins au cas par cas. Mais là, on parle de subornation au titre de l'article 56 ou de l'article 70. Mais, Monsieur le Président, vous auriez pu poser la question, vous auriez pu vous enquérir. Il s'agit de témoins, de leurs besoins, de leur état d'esprit. Et vous avez pu constater leur état d'esprit. Cette question a été rejetée dans le cadre de la procédure lorsqu'il s'est agi de rencontrer M. Ongwen. Nous avons envoyé des courriels au procureur, à l'accusation, pour que cela fasse partie du dossier de l'affaire. Et nous avons traité de l'état d'esprit des 2 témoins. Il y avait le témoin qui travaillait pour une ONG et un deuxième témoin
les règles et c'est lui qui voyait clairement ce qu'il devait se passer. J'aurais souhaité avoir suffisamment de temps pour vous donner lecture de ce que le témoin a dit clairement. Un instant, je vous prie. Your Honors, P28, Your Honors. Monsieur le Président, Messieurs les juges, le témoin P28 a déclaré While speaking in tongues, Connie said that the Spirit ordered him that children be taken to grow in the bush. pendant qu'il était possédé par les esprits, Connie disait que les esprits lui avaient ordonné And the Spirit did not want d'enlever des enfants et de les élever dans la brousse parce que de nombreuses personnes allaient mourir du VIH. Et les esprits lui ont dit qu'ils ne voulaient pas que les enfants soient contaminés they want to go out with men parce que l'éducation qui leur avait été prodiguée les avait tout simplement gâté ces enfants. go out with women before they were matured. Et les filles voulaient sortir avec des hommes alors qu'elles étaient encore de jeunes filles. Dominique Ongwen, à notre sens, était victime de cette politique. And you have to look at that. Et même lorsqu'il a dû mettre en œuvre cette politique, ce n'était pas sa politique à lui, c'était la politique qui lui était imposée. Et lorsque nous examinons les allégations à son encontre dans ce contexte, eh bien, il convient de se poser la question, qu'a-t-il fait exactement au moment de l'enlèvement? We in Africa, actually, to the Il ne savait rien de la sexualité, notamment dans le contexte culturel Acholi. Après tout, nous sommes en Afrique. Les Acholi avaient des préoccupations concernant la question de la moralité des enfants. Et Connie avait les mêmes préoccupations. Mais c'est la solution qu'il préconisait qui était mauvaise, c'est-à-dire qu'il voulait les emmener dans la brousse pour les élever dans la brousse et leur imposer des règles très strictes, très rigoureuses, un régime imposé aux enfants dans la brousse. this is what he says. C'est ce qu'il appelait le viol, l'exécution, etc., etc. Go quietly when the Spirit Le P28 a expliqué que les hommes comme les femmes at least because at least this way étaient attribués à droite et à gauche et qu'elles n'avaient pas de choix. Même s'ils ne voulaient pas, ils acceptaient, ils ne pouvaient pas se plaindre parce qu'ils n'avaient pas de choix, ils voulaient simplement sauver leur peau. this was the regime. C'était le régime imposé, c'est les règles imposées par Joseph Kony. Donc je n'invente rien, il faut en parler de façon concrète et non pas dans l'abstrait. C'est Kony qui faisait les règles What is the full content of the rule? P28 gives et c'est le témoin P28 qui nous raconte précisément quelles étaient ces règles et comment elles étaient appliquées. now about the implementation of Connie's order, Your Honors. S'agissant de la question d'exécuter les ordres de Kony, comme vous le savez, messieurs les juges, ils ont préparé un mandat d'arrêt, ils ont parlé de l'utilisation de la radio, ils ont parlé du fait que les commandants de l'ARS avaient une structure, au moins jusqu'à ce que l'affaire soit disjointe. Le conseil principal l'a expliqué. Tout a été abandonné s'agissant des autres suspects, et c'est Dominique Ongwen qui devient le bouc émissaire, That when en sorte que toutes les victimes de l'Ouganda, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont nul recours, again s'attendent à ce qu'il y ait justice, mais c'est Ongwen qui doit en faire les frais. whom Connie Donc il n'est plus nécessaire de rechercher Kony. refused Lorsqu'on parle d'une épouse, le P38 ou le P28 a parlé du fait que Kony a donné une épouse à quelqu'un qui avait refusé, eh bien, Kony they had some, released some. a ordonné que Of course, when was not given any. qu'on libère certaines filles, mais pas d'autres. P28 was given one, Le and he says P38 a reçu une épouse the moment you refuse, et dit que si vous refusez Connie will d'accepter une épouse, eh bien, Kony concluait que vous alliez vous enfuir. regime of Connie. Make no mistake, he killed Otila. Et au sujet du régime disciplinaire imposé par Kony, n'oublions pas que c'est lui qui a tué Would have killed P28. Vincent Oti. Il a tué Labongo également. Il a tué Oti Vincent. Il aurait tué le P205 aussi. Imagine if
Et c'est Dominique Ongwen qui lui a sauvé la vie. Imaginez, un commandant reçoit l'ordre. Et lorsque Ongwen a été promu, il est devenu au gradé, il a... Combien de témoins sont venus dire que c'est grâce à lui s'ils ne sont pas morts? Nous avons entendu des témoins nous dire parler de l'attaque d'Awich, l'attaque d'Awach. Dominique Ongwen avait dit aux gens à l'époque de ne pas agir. Dominique Ongwen n'était pas impliqué dans l'exécution de toute la structure de commandement. Dominique Ongwen a dit non, non, non. Et les commandants sont revenus. Mais lorsque Joseph Kony donne un ordre et qu'il surveille l'exécution de cet ordre, et lorsque donc il surveille ce qui se passe, et d'ailleurs l'accusation le concède aussi, lorsque Kony donne un ordre, le témoin P440 l'a déclaré également, lorsque Kony donne un ordre opérationnel, eh bien personne ne connaîtrait plus la paix avant l'exécution de cet ordre. Sinon, eh bien, il y avait des conséquences. Nous avons entendu le témoin P205 le dire également. Il a dit que lorsqu'Ongwen a pris contact avec Salim Saleh, Joseph Kony a donné l'ordre de constituer une force pour aller tuer Ongwen. Rappelez-vous l'équipe qu'il a constituée pour aller tuer Ongwen. Et le témoin qu'il a dit était un témoin de l'accusation. Alero a changé d'avis et l'a ramené avec lui à Control-Altar. Vous avez entendu une femme qui était commandant à Control-Altar qui avait pris part à l'attaque sur Padjoulé présenter des éléments à décharge. Elle a parlé de la procédure qui avait été mise en place pour régler les traités des plaintes. Mais l'accusation a présenté des éléments de preuve pour dire que Kony a exécuté son chef du renseignement, par exemple, pour avoir violé sa propre femme. Vous avez entendu des témoignages nous dire que Joseph Kony infligeait des sanctions à chaque fois, et vous avez également entendu des témoignages disant que les commandants qui avaient fui avaient peur. On pensait à l'époque que Dominique Ongwen avait trahi Kony et qu'il allait assurément être tué. Et lorsque M. Oboff a posé des questions sur ce qui s'est passé en Afrique, il a dit non. Il était très catégorique. Ongwen savait, tout le monde le savait, tous les commandants savaient qu'il avait été, il serait tué. Et d'après la façon dont on parlait d'Ongwen, tout le monde savait que Dominique Ongwen allait être tué. D'ailleurs, cela fait partie des éléments de preuve présentés par l'accusation elle-même. Les hommes, les femmes, des femmes sont venues ici. Vous leur avez posé la question. Comment était-il? On disait, Dominique était un commandant, mais il parlait à tout le monde. Il a pris part à des batailles, mais il comprenait, il compatissait avec les autres. Alors, où est l'élément psychologique dans tout cela? Où est le mens rea? Est-ce que c'est signe que c'est quelqu'un qui avait l'intention de commettre des crimes? Nous avons entendu témoin après témoin nous dire, lorsque nous avons appris que Dominique Ongwen s'était rendu, nous sommes tous allés à Goulou pour l'accueillir. Or, il est venu se présenter à la cour. Vous avez entendu la majorité des témoins dire cela. Et Dominique Ongwen m'a dit lui-même que Kony avait prédit qu'il se retrouverait dans une institution quelque part dans le monde pour parler de l'ARS au reste du monde. Et voilà qu'il est ici aujourd'hui. La différence, c'est que l'image de Kony
On vous a été décrite ici même dans cette salle d'audience. Lorsque vous examinez le dossier de cette affaire, vous verrez que l'accusation a présenté 75% de la description réelle de ce qu'est Joseph Kony. Et ils ont consacré à peine 5%, moins de 10% à Dominique Ongwen. Ils ont essentiellement parlé de Joseph Kony. Mais vous avez reçu des éléments de preuve, vous les avez entre les mains. L'accusation a présenté des éléments de preuve pour parler de Kony. Le P3 a dit que lorsque des représentants du bureau du procureur sont venus dans mon bureau pour parler des communications interceptées, je disposais d'autres informations sur d'autres commandants, sur d'autres attaques, et les enquêteurs s'intéressaient uniquement à ce qui concernait Dominique Ongwen. Alors, comment expliquer qu'on ait agi de cette façon-là, alors que on a retenu un certain nombre de modes de responsabilité pénale, y compris la coaction indirecte, le plan commun, comment prouver les éléments du crime, les éléments contextuels, les éléments de ce crime, de tous ces crimes, alors que on s'en prend uniquement à Dominique Ongwen. Donc tout cela n'a plus de signification, c'est une perte de temps pure et simple. Ce n'est pas une façon de présenter une cause. Et mon confrère Ayena a parlé justement des enquêtes. Prenez le témoin P78 qui a présenté plus de 40 témoins à l'accusation, dont nombre d'entre eux étaient d'anciens membres de l'ARS qui étaient retournés dans leur communauté, qui a parlé de conscription et du fait que la victimisation s'est poursuivie avec l'UPDF. Et je veux que les victimes le sachent aussi, que la victimisation, ce n'est pas uniquement à cause de l'ARS, mais c'est aussi parce qu'elles ont choisi de rejoindre l'UPDF. L'accusation parle d'implication dans tout cela, dans ce scandale où de l'argent a été échangé. L'accusation a pris note de cela dans ses enquêtes. Mais ses propres rapports démontrent que Raska Lokuya, contrairement à ce que l'accusation a dit au sujet de Dominique Ongwen, qui aurait gardé son poste de haut commandant, Raska Lokuya était un proche de Kony. C'était le commandant le plus haut gradé. Et leurs propres enquêteurs l'ont indiqué dans leurs notes. Ils ont dit qu'ils ont récupéré certains anciens éléments de l'ARS et qu'ils ont tendu une embuscade dans le but de tuer Dominique Ongwen et que Museveni, dans le but de tuer Dominique Ongwen et Raska Lokuya. Évidemment, Ongwen était un enfant de Dieu, donc il n'a pas été tué. Ils ont raté leur coup, mais Raska Lokuya y a trouvé la mort. Il est mort parce que c'était quelqu'un qui agissait en qualité d'intermédiaire auprès du procureur. C'est lui qui les a aidés. Raska Lokuya était en fait recherché par un mandat d'arrêt. Il était censé l'arrêter, il a choisi de le tuer. J'en ai terminé, il ne me reste plus qu'à vous demander à nouveau de ne pas utiliser Dominique Ongwen en tant que bouc émissaire. Et c'est l'accusation et au bureau du procureur de la CPI d'amener devant la cour Joseph Kony pour qu'il réponde de ses crimes. J'en ai terminé, je vous remercie. Microphone, s'il vous plaît. Microphone, please. Le président, microphone, s'il vous plaît, maître.
Maître Lyons, je vous demande quelques minutes. Je vais m'exprimer pendant une demi-heure, puis nous aurons la pause déjeuner à 13 heures, et ensuite il me restera 45 minutes. Voilà. Alors, voyons comment cela va se passer. Maître Lyons, je me trouve ici devant vous aujourd'hui et je me souviens qu'il y a quasiment 2 ans, je me trouvais au même endroit au début de cette affaire, en septembre 2018. Et j'étais en train de me préparer et je me suis rendu compte que moult de mes arguments sont les mêmes. Donc je vais essayer de présenter de nouveaux arguments ici pour parler de questions qui figurent dans notre mémoire et pour présenter des observations au sujet d'éléments présentés ou qui figurent dans les mémoires des participants de l'accusation et ainsi que présentés oralement. Comme mes confrères l'ont si éloquemment énoncé ce matin, nous nous trouvons dans ce prétoire parce que M. Ongwen s'est rendu. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Et en fait, nous l'avons tous exprimé de façon différente, mais il s'agit en fait de poursuite et d'un jugement et d'un procès par procuration. Il s'agit du procès, à mon avis, de l'ARS. Et lorsque je dis qu'il s'agit d'un procès par procuration, c'est parce que c'est M. Ongwen qui se trouve au banc des accusés et non pas M. Joseph Kony. Donc je ne vais pas insister lourdement sur cet élément, mais je pense que du point de vue conceptuel, cet élément a son importance, tout comme il a son importance du point de vue légal, pour comprendre le processus, le procès, ainsi que ses objectifs. Depuis le début, lorsque, en décembre 2016, il a été demandé à M. Ongwen de prononcer un plaidoyer, depuis le début, il a indiqué à la Chambre « Je ne suis pas l'ARS ». Nous l'avons tous indiqué, tout comme l'accusation qui a également fait référence à ces observations du 6 décembre 2016. Alors, je vais vous expliquer quelles sont mes préoccupations. Alors, il s'agit donc de présenter des moyens à charge contre un enfant soldat. Et c'est une façon de rendre M. Ongwen, à savoir notre client, encore une fois victime. Et par analogie, je parle également de tous les enfants soldats qui auraient dû être protégés par l'Ouganda, et ce, au terme du droit international. L'Ouganda a signé le 17 août 1990 et a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. Ils ont adhéré au protocole facultatif à la Convention en 2002 qui empêche le recrutement d'enfants soldats ayant moins de 18 ans. Et finalement, il faut savoir que la personne qui va véritablement pâtir des conséquences de cette accusation par procuration et qui va pâtir des sanctions si tant est que cette Chambre décide de sanctions sera M. Ongwen. Je représente M. Ongwen. Je ne représente pas tous les enfants soldats de ce monde, bien évidemment. Mais je pense que ce procès et l'accusation, en fait, est en train d'envoyer un message aux enfants soldats. Il s'agit de savoir si un enfant soldat doit être tenu responsable des crimes de ses ravisseurs. Et en l'occurrence, pour ce qui est de M. Ongwen, le ravisseur est M. Joseph Kony. Il y a 2 ans, j'avais fait une observation lorsque Madame Bensouda, la procureure, avait fait des observations lors de la journée internationale contre le recours aux enfants soldats. Elle avait fait une déclaration et voilà que 2 ans, plus ou moins 1 an après, ou 1 an et demi plus tard, si mes calculs sont bons, elle avait dit, mais il y a 1 mois à nouveau, elle a dit que les crimes commis contre les enfants sont des violations odieuses des droits fondamentaux.
Ce sont des crimes qui choquent nos consciences ou notre conscience collective. Et nous sommes tout à fait d'accord lorsqu'elle dit également que nous devons agir pour les protéger. Nous sommes d'accord. Et j'aimerais également indiquer ce que nous avions suggéré de façon tactique en septembre 2018, lorsque nous avions indiqué qu'au vu des outils qui étaient placés à la disposition de l'accusation, si il le souhaitait, si cette volonté existait, il y avait une méthode qui aurait pu mettre un terme à cette poursuite, qui aurait réfuté la poursuite. L'accusation aurait pu se retirer. Je ne connais pas en fait la terminologie exacte, mais si vous lisez le statut de Rome, il existe de façon générale des options tactiques, des options juridiques tactiques que nous pouvons tous utiliser, nous, les juges, l'accusation, la défense. Nous utilisons tous ces moyens. Et ce que j'avance, c'est que l'accusation aurait pu trouver une manière pour avoir un point de vue différent par rapport aux enfants soldats et pour ne pas poursuivre Monsieur Dominique Ongwen. Alors, le problème capital, le problème essentiel à ce sujet a trait à l'âge de la culpabilité au vu du statut de Rome, à savoir 18 ans. Et il y a un argument qui a été présenté par mon confrère ou mes confrères, à savoir lorsque quelqu'un a 18 ans, à minuit, un beau jour ou ailleurs ou à un autre moment, les choses changent. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de métamorphose qui se passe. Vous ne vous transformez pas en un être tout à fait différent sur les coups de minuit lorsque vous avez 18 ans. Alors, je ne suis pas en train de témoigner, mais il y a un expert qui est venu témoigner devant la Cour. C'est le témoin D133. Le témoin D133 est un commandant à la retraite de l'UPDF qui lui-même avait été enlevé pendant les années 80 par l'organisation qui a précédé l'UPDF, à savoir l'armée de résistance du Seigneur, et qui a travaillé pendant des années avec des anciens soldats de l'ARS. Alors bien entendu, vous avez à votre disposition ce qu'il a dit et les éléments de preuve qu'il a apportés, mais ce qu'il a indiqué et qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'il nous a dit que lorsque vous êtes un enfant soldat, cela ne se termine jamais. Cela a une incidence sur vous, sur votre personnalité, et les conséquences mentales, les conséquences psychologiques sont vécues pendant toute la vie. Et puis deuxièmement, un enfant soldat, les enfants soldats n'agissent pas de leur propre gré. Et c'est quelque chose qui a trouvé un écho et qui a été réitéré dans la déposition ou le témoignage du témoin T3. Et puis il faut savoir qu'au sein de l'ARS, un enfant soldat est un enfant captif. Il est détenu en captivité. Il ne contrôle, il ne maîtrise absolument pas son esprit. Il n'y a pas de contrôle mental. Il est sous le contrôle de Joseph Kony. Et nous voulons insister sur l'importance de ce fait. Et j'aimerais également vous indiquer, messieurs les juges, je sais que nous avons présenté, je pense que l'accusation et les représentants légaux ont également présenté des documents ou des rapports sur les conséquences psychologiques pour les enfants soldats, et cela avait été indiqué par le docteur Elizabeth Shorter, et cela a été utilisé pendant le procès Lubanga. Alors, il faut savoir que dans cette affaire, il y a beaucoup de premières. Il y a beaucoup de premières pour l'accusation dans cette Cour pénale internationale. C'est la première fois que l'on a un procès d'un enfant soldat. C'est la première fois que nous avons un procès, le procès d'une personne qui souffre d'un handicap mental et qui a, tribunal ou cour, qui a affirmé que la déficience ou la maladie mentale était une défense. À mon avis, à ma connaissance, c'est la première fois également que l'on juge une personne où la contrainte est affirmée également comme moyen de défense contre toutes les charges. Et puis en dernier lieu, il ne faut pas oublier que c'est la première fois que nous avons un procès où il y a un seul défendeur, un seul accusé
auxquels on reproche 70 charges et 7 modes de responsabilité. Alors, il s'agit de nombreuses premières et cela nous présente pour nous tous de véritables défis juridiques. Mais il faut savoir que cela donne une véritable opportunité ou possibilité à la Chambre. Et au nom de la défense, j'aimerais demander à la Chambre de bien vouloir ne pas oublier que dans 23 pays environ, il y a encore 250 000 enfants soldats. Et cette Chambre ne peut pas seulement juger des allégations prononcées contre M. Ongwen. Ou plutôt, elle ne peut que juger et prononcer un jugement contre les allégations prononcées contre M. Ongwen. Cela, je le comprends tout à fait. Mais il faut savoir que dans cette époque des médias et des ordinateurs, etc., cette affaire aura un impact. Et c'est un message que nous allons envoyer. Et je pense que nous devons absolument ne pas l'oublier et en parler. Nous avons dit dès le début qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable. Et ce type de violation, conformément à l'article 67, s'est retrouvé pendant tout ce procès. L'accusation nous a dit, et cela est probablement vrai, que nous avons consacré quelques 20% de notre mémoire de clôture à cette question. Nous aurions pu d'ailleurs consacrer davantage de pages. D'ailleurs, si la situation avait été différente. Mais il faut savoir que nous avons déjà exprimé notre point de vue. Je ne veux pas revenir là-dessus, car cela fait partie du dossier, mais j'aimerais quand même mettre en exergue certains des éléments. Je suis sûre que les juges sont tout à fait conscients, mais je souhaiterais reprendre certains de ces éléments. Nous avons par exemple, et nous l'avons indiqué, les problèmes, les vices de forme. Il y a eu toute une série de vices de forme avec, et je pense par exemple, la violation en matière de notification pour ce qui est des crimes sexuels et sexistes. Il y a eu des problèmes il y a eu un problème pour ce qui est de la traduction, autre problème pour ce qui est de la charge et du fardeau de la preuve, autre problème, les horaires des audiences. Il y a eu également les plaidoyers illégaux, autre problème, sans oublier bien entendu le fait que lorsque nous avons donc un client qui souffre d'une déficience mentale, cela aurait dû être pris en considération et également les droits de l'accusé à avoir un procès équitable. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Il y a par exemple eu violation pour ce qui est du droit de M. Ongwen à avoir un conseil, son droit à garder le silence, et cela a commencé dès le début de la reddition de M. Ongwen, et j'en parlerai un peu plus tard. J'aimerais également vous parler de cet assortiment divers et varié des charges et des modes de responsabilité. Nous avons déployé des efforts pour demander l'interruption du procès pour insuffisance de moyens de preuve. Cela a été rejeté, mais moi, tout simplement, ce que je vous dis, c'est trop pour une seule personne. Et je sais que ce n'est pas une expression très juridique. Mais pour pouvoir vous défendre, encore faut-il qu'il y ait une certaine clarté et transparence au sujet des allégations essentielles et des modes de responsabilité essentiels. Mais là, c'est beaucoup trop, c'est exagéré lorsqu'il s'agit d'exercer votre droit à avoir un procès équitable, et il va falloir, il a fallu qu'il se défende contre 70 fois 7, à savoir 490 charges, si vous voulez faire les calculs. Et j'aimerais également aborder rapidement le problème de la pathologie ou de la déficience mentale. Mais tout ce que je voulais vous dire également, c'est que toutes ces violations sont avant tout des violations des droits de l'homme. Et nous savons tous pertinemment que le statut de Rome, dans son article 21.3, dispose que le statut doit être appliqué et le droit doit être interprété de façon conforme
aux droits de l'homme reconnus internationalement. La défense a toujours adopté comme point de vue le fait suivant. Les violations de droits de l'homme sont énormes, que vous les considériez individuellement ou que vous les considériez de façon cumulative. Quelle que soit l'optique que vous adoptez, il s'agit de violations du droit à avoir un procès équitable. Lorsque nous avions suggéré que la Cour ou que la Chambre ordonne un arrêt définitif et immédiat de la procédure, il faut savoir que nous n'avons pas suggéré cela à la légère, sans y avoir beaucoup réfléchi. Nous avons suggéré cela après avoir mené à bien une analyse des 2 dernières années, après avoir pris en considération les violations depuis le moment où M. Ongwen s'est rendu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour reprendre les termes de M. le juge Fulford, qui a été cité par l'accusation, il s'agissait de la décision de la Chambre d'appel, il était impossible de rassembler les éléments constitutifs d'un procès équitable. C'était beaucoup trop, cela n'était pas possible. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à avoir le même point de vue, parce que un arrêt, qui est un recours exceptionnel, certes, peut être ordonné lorsqu'il y a violation du droit au procès équitable, et nous l'avons énoncé et indiqué dans notre mémoire de clôture, et je suis sûre que vous le savez, bien entendu, parce que vous l'avez lu, mais ce que nous avançons, c'est qu'il s'agit d'une situation absolument exceptionnelle. Et j'aimerais en fait parler de 2 de ces violations. Mais j'aimerais insister que, contrairement à ce qu'a dit l'accusation, nous ne sommes pas en train d'utiliser comme base pour le recours à une suspension du fait des violations au droit à un procès équitable sur 1 ou 2 violations. Nous nous basons sur toute la série de violations du droit au procès équitable. Et je pense que cela est extrêmement important d'insister là-dessus, parce que cela n'a peut-être pas été énoncé clairement, aussi clairement que nous l'aurions souhaité dans notre mémoire. Alors, j'aimerais demander à la greffière d'audience de mettre sur nos écrans l'annexe publique de notre mémoire de clôture relatif à la violation du droit de M. Ongwen à avoir un conseil et à son droit de garder le silence. Alors, je ne vais pas l'examiner dans tous ces détails. Cela a été énoncé par M. Tibor Bajnović, mais je souhaiterais que cela puisse être placé ou affiché sur les écrans. Et je vois que mon écran ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir cette annexe. Ah, apparemment, oui. Donc, moi, je me contente de regarder mon document. Mais fondamentalement, de quoi s'agit-il lorsque M. Ongwen s'est rendu? Ah, maintenant je ne vois pas très bien l'écran, mais bon, peu importe. Lorsqu'il s'est rendu, disais-je, en janvier 2015, à un groupe de rebelles qui s'appelait Obohoro, il a passé un certain nombre de jours avec les forces spéciales américaines. Puis il a été transféré au QG opérationnel de l'UPDF à Obo. Et à Obo, en République centrafricaine, donc, la procédure a été menée à bien sous la houlette ou sous la coupe de la CPI. Et c'est ce qui déclenche le droit conformément à l'article 55. Et nous avançons également conformément à l'article 59. C'est ce qui déclenche ces droits. Mais que s'est-il passé à Obo? En fait, ce qui s'est passé à Obo, donc, s'est passé à la demande de la CPI et sous la supervision de la CPI, mais
les événements à Obo étaient associés à la CPI. Et ça, c'est le second critère. Que s'est-il passé? Donc, M. Ongwen arrive à Obo, il n'a pas de conseil auprès de lui, et pourtant, on lui dit qu'il est un accusé de la CPI et qu'il est détenu pour des charges de crimes de guerre. Et puis, par la suite, cette information, il y a des informations qui lui sont demandées au sujet de sa reddition. Et à ce moment-là, il n'y a pas de conseil auprès de M. Ongwen. On ne lui informe pas qu'il a le droit d'avoir un conseil auprès de lui. On ne lui demande pas non plus s'il veut renoncer à ce droit. Cela s'est passé le 14 janvier 2015. Donc, fondamentalement, ce qui s'est passé à Obo, c'est que M. Ongwen était visiblement un suspect qui était sur le point de devenir un défendeur. On lui a dit qu'il y avait un mandat d'arrêt prononcé à son encontre. Et puis, une demi-heure après qu'on commence à lui poser des questions à Obo, pour la première fois, une demi-heure après, on lui demande s'il souhaiterait avoir l'aide d'un avocat. Et on lui présente un conseil de permanence de la CPI à ce moment-là. Alors voilà ce que nous avançons maintenant. Le droit d'avoir un conseil aurait dû être déclenché, aurait dû être une réalité à partir du moment où il pénètre dans le QG de l'UPDF. Et ce que j'avance également, c'est que la République centrafricaine ainsi que l'Ouganda, qui agissaient au nom de la CPI, sont deux États signataires au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a garanti le droit d'avoir un conseil, justement. Et bien entendu, le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'indique pas de façon claire ou précise dans les textes. La jurisprudence est telle qu'il y a des mécanismes de contrôle pour ce pacte international qui ont précisé donc que le droit à avoir un conseil est appliqué et s'applique à tous les suspects. Et d'ailleurs, j'indiquerai que nous avons les mêmes dispositions dans la charte de l'Union africaine. Donc, voilà donc pour ce qui est donc de la première violation. Violation pour ce qui est de son droit à avoir un conseil. La CPI qui ne lui a pas fourni un conseil et qui n'indique pas à M. Ongwen quels sont ses droits. Et puis deuxièmement, et j'aimerais finir ceci avant la pause déjeuner, il s'agit de son droit à garder le silence. En fait, fondamentalement, l'accusation, alors cela se terminait par 1449, a présenté une vidéo donc du transfèrement à Obo sans conseil. Donc, et là, nous voyons donc que M. Ongwen répond à des questions. Mais le problème, c'est que l'un de ses experts, le docteur Mézé, s'est appuyé sur cette vidéo, ainsi que sur d'autres documents d'ailleurs, pour tirer la conclusion suivant laquelle M. Ongwen ne souffrait d'aucune maladie mentale ou d'aucune déficience mentale. Et cela figure à la page 17 de sa déposition au compte-rendu d'audience 162. Alors, ce que nous avançons, c'est que la vidéo qui a été montrée au docteur Mézi a été obtenue en violation du droit de M. Ongwen à avoir un conseil et de son droit à garder le silence. Et ce que nous indiquons, c'est que cette vidéo n'a pas été obtenue de façon licite, mais de façon illicite. Et en application du paragraphe 7 de l'article 69 du statut, lorsque ou plutôt tout élément de preuve doit être exclu si cet élément de preuve est contraire à l'intégrité de la procédure et entrave de façon grave l'intégrité de la procédure, ce qui est le cas parce que ce que nous avançons, c'est que la vidéo n'a pas été obtenue de façon licite et le docteur Mézé a accepté le fait qu'elle avait utilisé cette vidéo pour tirer ses conclusions. Là encore, il s'agit d'une violation de notre statut, le statut de Rome. Il s'agit également
de violation du droit international qui est conforme au statut de Rome. J'aimerais maintenant parler d'une deuxième question. Je vais essayer. Ah, là, je vois que je vais un peu plus vite en besogne que je ne le pensais. Il s'agit en fait du plaidoyer illégal. Alors, je sais que j'en ai beaucoup parlé lors de notre déclaration liminaire. Vous pouvez tous consulter ce qui a été dit, mais j'aimerais quand même mettre en exergue deux éléments succincts à ce sujet. Premièrement, un plaidoyer doit être prononcé de façon volontaire, en connaissance de cause, de façon éclairée et sans équivoque. Il s'agit donc, et cela est valable pour les plaidoyers de culpabilité, mais également pour les plaidoyers de non-culpabilité. Et lors de l'audience du 6 décembre 2016, nous faisons valoir le fait que M. Ongwen n'a pas prononcé en connaissance de cause ou de façon éclairée et sans équivoque, n'a pas prononcé son plaidoyer, donc en connaissance de cause, de façon éclairée et sans équivoque. Et pour ce faire, nous nous basons sur deux choses. Le compte-rendu d'audience, où il dit de façon très clair, comme beaucoup de personnes l'ont déjà indiqué ici, qu'il ne comprenait pas les charges qui lui étaient reprochées. Il a dit « je ne suis pas l'ARS, ce sont des charges à l'encontre de l'ARS ». Et je dirais qu'environ un mois après, dans le document 1147, même la Chambre de première instance reconnaît le fait que M. Ongwen, et je cite, n'avait pas affirmé sans réserve qu'il avait compris les charges. Paragraphe 9 de ce document. Deuxièmement, à l'époque, au moment où ce plaidoyer a été prononcé, M. Ongwen avait lu plusieurs mois auparavant le document contenant les charges, mais l'intégralité de la décision de confirmation, qui est le document de base de la procédure, n'avait pas encore été traduit à ce moment-là. Et nous avons présenté des éléments de preuve qui prouvent qu'il n'avait pas reçu une traduction intégrale. Il ne reçoit cette traduction intégrale que 6 ou 7 jours après donc son plaidoyer. Donc, il ne pouvait pas, de ce fait, même si cela avait été traduit, il n'aurait pas pu tout comprendre parce qu'il ne disposait pas de tous les éléments. Et puis, en dernier lieu, j'aimerais réitérer un fait. Les charges ont été lues dans le prétoire. Alors, certes, les charges ont été lues, mais pas les modes d'application. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur les modes de responsabilité? Parce que ce sont les modes de responsabilité qui sont des allégations qui indiquent comment comment il est allégué que vous avez participé au crime. Donc, cela fait partie intégrale du document des charges. Et c'est une information qu'il faut absolument comprendre. Alors, ce sont des éléments importants qui nous permettent d'affirmer que son prononcé de plaidoyer était illégal. La façon dont cela a été fait était illégale. Et puis, il y a une deuxième chose qui est valable pour M. Ongwen. Étant donné que la défense avait fait valoir son problème de santé mentale, son aptitude à comprendre a été entravée, d'après ce que nous pensons. Mais cela n'a pas été pris en considération. Donc, pour toutes ces raisons, nous avançons que le plaidoyer n'a pas été prononcé de façon légale. Alors, il me reste 2 minutes. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Monsieur le Président, je souhaiterais mettre un terme et j'aborderai le sujet suivant après la pause. Le Président, très bien, nous allons avoir une pause jusqu'à 14h30.